Si tu es convaincu qu'acheter ta résidence principale, c'est le meilleur truc à faire, que tu as une idée vraiment très fermée sur la question, je pense pas que cette vidéo elle soit faite pour toi. Pourquoi? Parce qu'ici on va parler chiffres, logique financière et aussi timing. C'est-à-dire que le but de cette vidéo, c'est pas simplement de savoir est-ce qu'il faut mieux acheter sa résidence principale ou est-ce qu'il faut louer. Le vrai sujet, c'est quand est-ce que tu vas acheter par rapport à là où tu te situes dans ta vie personnelle. Parce que faire les choses trop tôt, ça peut complètement t'éloigner de là où tu veux vraiment aller et je vais te montrer exactement dans cette vidéo pourquoi. Le premier point de vigilance, c'est vraiment les coûts cachés. Quand tu achètes un appartement, quand tu achètes une maison, tu ne payes pas simplement le coût du crédit. Ça, c'est vraiment l'erreur classique que font la grande majorité des gens quand ils veulent acheter de l'immobilier. Ils vont simplement comparer ce que ça va leur coûter en loyer et ce que ça va leur coûter en crédit. Et ils vont se dire, tu sais quoi, je paye 1000 € de loyer, je paye 1200 € de crédit par mois. Enfin, c'est la mensualité qui est estimée si demain je devais acheter. Ça fait que 200 € d'écart. Bon, vas-y, alors dans ce cas-là, je préfère acheter puisqu'au moins à la fin, je suis propriétaire. Et là, déjà, c'est un très mauvais raisonnement et tu fais absolument comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en pensant comme ça, tu vas oublier tout le raisonnement qu'il y a derrière. Et le vrai raisonnement, c'est pas uniquement de savoir ce que ça va te coûter en termes de mensualité, mais c'est de savoir combien vont coûter les vrais coûts qu'il y a derrière, à savoir les intérêts d'emprunt, l'entretien qui va te coûter à peu près 1 à 2% par an du prix du bien, les rénovations, la taxe foncière, les imprévus, si tu as ta chaudière qui pète, si tu as un dégât des eaux, parce qu'en soi, ça arrive tout le temps, ça n'arrive pas qu'aux autres, il ne faut pas minimiser cette partie-là. Il y a aussi les frais de copropriété et aussi le temps que tu mets derrière. Ça, il ne faut pas oublier, le temps, c'est de l'argent. Si tu mets du temps à gérer tout ça, c'est du temps aussi derrière que tu ne mets pas pour faire des choses que tu aimes, pour être impliqué dans d'autres projets, des choses qui vont vraiment te rapporter de l'argent. Donc le temps aussi que tu mets dedans, faut vraiment pas le sous-estimer et c'est quelque chose à pas oublier. Le temps, c'est de l'argent, on l'oublie vraiment pas. Donc finalement, dans la grande majorité des cas, acheter coûte beaucoup plus cher que ce que tu crois. C'est sûr que si tu regardes uniquement le coût du crédit, ça ne va pas être représentatif vraiment de ce que tu vas devoir payer derrière et de ce que ça va vraiment te coûter. Et de ça découle forcément quelque chose que tu n'as sûrement pas vu venir, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Parce qu'en réalité, la vraie question à se poser, c'est pas quelle est la différence entre le coût du crédit et le coût du loyer, ça on s'en fout. C'est plutôt qu'est-ce qui m'aurait rendu plus riche avec le même effort financier sur la même timeline d'investissement, lequel m'aurait fait gagner le plus d'argent. Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Pour atteindre ton objectif futur et pour réellement vivre la vie que tu désires. Voilà, le but, c'est pas de foutre ton argent par les fenêtres et de simplement faire de l'immobilier parce qu'on t'a dit que c'était bien. Il faut que tu réfléchisses aussi avec un mindset financier, avec une logique financière derrière. Tu n'es pas là pour faire de l'affect, tu es là pour gagner de l'argent. Et l'argent, ça se gagne uniquement avec les chiffres, pas avec l'émotionnel. Aujourd'hui en France, quelqu'un qui gagne à peu près 2000 € par mois, ce qui est le salaire vraiment moyen en France, a souvent la capacité d'emprunter entre 150 et 150 000 € maximum. Donc concrètement, qu'est-ce que tu vas faire avec cette somme-là? Donc tu as ton coût du crédit donc, qui est entre 130 et 150 000 €, donc la valeur du bien. Tu fous 15 000 € d'apport, à peu près tes mensualités de remboursement vont s'élever à 700 € par mois et derrière, bien évidemment, tu rajoutes tout ce qu'on a dit juste avant, à savoir les taxes, les intérêts, l'entretien, etc., etc. Et ça sur 25 ans. Donc ça, c'est vraiment l'option A. Et de l'autre côté, tu as l'option B. Oula, je vais y arriver. Et de l'autre côté, du coup, tu as l'option B, où simplement, tu mets exactement la même somme, c'est-à-dire ton 15 000 € d'apport, tes 700 € par mois, donc ça, tu les mets sous forme de DCA. Et là, tu investis simplement sur un truc le plus simple possible, tu fais simplement un ETF S&P 500. Et bien sur la même période, donc de 25 ans, tu auras constitué un patrimoine boursier entre 800 000 et 1 million d'euros. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'écart qui est gigantesque. Parce que tu vas dire oui, mais à la fin de mes 25 ans, je suis propriétaire et mon appartement, il aura pris en valeur. Ouais, alors peut-être que ton appartement, peut-être qu'il sera passé de 150 à 300, donc peut-être qu'il aura doublé sa valeur, mais tu restes quand même très loin de la performance et de ce que ça a généré en termes de patrimoine boursier. Et de toute façon, ok, ton appartement, il a peut-être doublé, mais encore une fois, tu oublies de prendre en compte tout ce que tu as dû payer derrière, à savoir le coût du crédit, l'entretien, la rénovation, la taxe foncière et toutes les charges. Donc en gros, si ton bien n'a pas doublé de valeur sur toute la durée où tu le possédais, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent littéralement. Donc dire qu'une résidence principale c'est un investissement, non, c'est pas un investissement quand tu vois ce que tu peux littéralement gagner derrière avec la bourse. Ça, c'est un investissement. Pourquoi? Parce que tu vois vraiment l'effort. Tu as mis 15 000 en one shot et en plus de ça, tous les mois, tu mets 700 balles par mois à 10% par an, ce qui est le minimum syndical que tu peux faire avec la bourse. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le rendement du marché moyen, mais tu arrives entre 800 000 et 1 million d'euros. C'est absolument stratosphérique la différence. Donc vraiment, acheter sa résidence principale ne veut pas forcément dire faire le meilleur investissement financier possible et c'est dans la grande majorité des cas même c'est l'inverse. Et là ce truc de coût d'opportunité il est d'autant plus parlant quand tu compares avec ces deux options. Pourquoi? Parce que quand tu vas mobiliser ton apport, c'est-à-dire 20 000, 30 000, 50 000, 70 000 euros, ça dépend de ce que tu veux acheter, cet argent-là, il ne travaille pas, tu ne le mobilises pas pour toi puisque c'est comme
si c'était une dépense pour ta résidence principale. Alors que si tu investis la même somme en bourse à 10, 12 par an, ce qui est très facile aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, 10% par an, c'est simplement le rendement moyen des marchés. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel à faire tout ça. Et même du 12%, c'est simplement 2 petits pourcents supplémentaires que ce que t'offrent normalement les marchés. C'est pas se rouler par terre non plus. Après, je sais qu'en France, on a un vrai problème avec ce côté performance parce que pour la grande majorité des gens, c'est impossible d'aller chercher du plus que 8 ou 10% par an et que tout de suite, quand on tape dans du 12 ou du 15, c'est de l'utopie, c'est impossible, c'est mensonge, etc. Et l'argument ultime qui revient à chaque fois, c'est les fonds d'investissement. Les meilleurs gérants de fonds de la planète n'arrivent pas à faire plus que l'indice donc de référence, à savoir que le S&P 500 sur du long terme. Donc, c'est pas toi, petit investisseur, qui va réussir à le faire. Sauf que cet argument-là, il marche pas. Pourquoi? Parce que tu gères pas de la même manière un fonds d'investissement de plusieurs milliards que ce que tu gères ton portefeuille perso. Ça n'a aucun sens de comparer l'un comme l'autre. Moi, j'ai un portefeuille qui vaut dans les 270 000 euros, 280 000 euros. Je ne gère pas du tout de la même manière mon portefeuille que quelqu'un qui va gérer des milliards. La gestion du risque derrière, elle n'est pas pareille. Le fonds de gestion, il faut qu'il apporte une certaine sécurité à ses clients. Ils ont des obligations réglementaires. Ça n'a aucun lien et ça n'a aucun sens de comparer les deux choses. Tu ne prends pas du tout le même niveau de risque ni le même management sur ton propre portefeuille, toi, en tant que particulier. Donc, si tu peux aller chercher bien plus de performance que les meilleurs gérants de fonds, tout simplement parce que tu n'es pas meilleur qu'eux, mais tout simplement parce que tu n'as pas le même niveau de risque, ni la même exposition, ni… Enfin voilà, c'est des histoires aussi derrière de garantie et que forcément, tu ne vas pas investir de la même manière quand tu as beaucoup de personnes derrière qui peuvent te foutre un procès au cul si derrière, tu perds de l'argent. Donc, ça n'a aucun rapport et ça n'a ni queue ni tête de comparer l'un comme l'autre. Donc, il faut absolument que tu te retires cette idée-là de la tête, de se dire que c'est trop compliqué, tu vas y passer des heures, qu'il faut constamment rester sur son écran d'ordinateur, etc. pour suivre les marchés. Ce n'est pas le cas. Investir, c'est pas du trading déjà pour commencer et c'est beaucoup plus simple que ce que tu crois. Souvent, les gens qui en parlent le complexifient grandement pour te faire peur ou simplement pour te faire comprendre que tu as besoin de leur génie pour avancer. C'est exactement ce que font les banques. Les banques, elles te parlent avec des termes techniques, avec des termes financiers pour que tu dises putain, attends, là le mec il est en train de me parler chinois, je comprends rien du tout, je vais lui donner mon argent, il va gérer ça pour moi tranquille et puis moi comme ça je peux vaguer à mes différentes occupations. Sauf que le mec il va rien gérer du tout, le seul truc qu'il va gérer derrière c'est les frais qu'il va prendre sur ta gueule, tout simplement parce qu'il t'a fait souscrire un contrat d'assurance vie ou un produit structuré qui est bourré de frais et il va rien faire dans ton intérêt, mais simplement pour l'intérêt de la banque et dans le sien. Donc vraiment, tout le monde peut investir, tout le monde peut y arriver. Il faut simplement faire différemment de ce que tu vois sur internet partout et de ce que font les autres. Il faut que tu aies un bon cadre, une bonne structure, une vraie bonne stratégie. Et je te jure que si tu mets ça en place, il n'y a aucun monde où ça ne marche pas pour toi. Le troisième point à pas négliger, c'est aussi que l'immobilier, ça ne monte pas toujours non plus. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Enfin, du moins, les gens pensent ça de manière générale. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire « Ouais, mais j'ai mon oncle qui a acheté sa maison ou alors son appartement en banlieue parisienne. Il l'a payé à l'époque 100 000 balles et aujourd'hui, ça vaut 700 000. » Oui, d'accord. Mais il faut bien comprendre que l'époque d'avant, donc l'époque de nos parents, de nos grands-parents, ne sont plus du tout les mêmes époques qu'aujourd'hui, nous, à l'heure actuelle. On ne joue pas dans la même cour, on ne joue pas avec les mêmes cartes, c'est pas du tout le même cycle économique. Donc, le prix de l'immobilier va énormément dépendre de l'endroit dans lequel tu achètes, du cycle dans lequel tu te trouves, de l'attractivité de la zone dans laquelle tu as acheté. Tu peux te retrouver à avoir acheté un super bien, avec une super maison, un superbe appartement, mais le jour où tu veux le vendre, ça va mettre 6 mois, 8 mois, 1 an, voire même beaucoup plus, tout simplement parce qu'il est mal situé et que le marché n'est pas en accord avec ton prix de vente, etc. Donc au final, soit tu mets 20 points pour le vendre, ou soit tu es obligé de descendre ton prix. Donc dans tous les cas, ça fait chier. Donc l'immobilier monte à long terme, c'est sûr, mais il faut que tu attendes vraiment longtemps, que tu achètes dans un très bon quartier, dans une zone attractive avec beaucoup de potentiel. Et encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on ne joue pas forcément dans la même cour. À l'époque, voilà, parce que ça c'est clairement le truc de nos parents et de nos grands-parents qui nous bassinent avec ça, ils vont dire « Oh là putain, tu as bientôt 30 ans, mais tu n'as toujours pas acheté. » Ben oui, mais toi, à l'époque, quand tu achetais ton bien immobilier, ça te coûtait 500 francs et un paquet de cacahuètes. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même cour. Ça demande énormément d'argent, d'obligations financières, de preuves, etc. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus compliqué d'acheter maintenant que d'acheter avant. Donc, il ne faut pas se mettre la pression par rapport à ça. Si tu n'as toujours pas ton bien immobilier à 30 ans, c'est pas grave. Et j'ai même envie de te dire, c'est tant mieux en fonction des objectifs que tu as. Moi, j'ai 28 ans, je n'ai pas d'immobilier et là, pour l'instant, j'en ai rien à foutre. Pour l'instant, je capitalise un maximum sur ce que je sais faire, sur là où je gagne vraiment beaucoup, à savoir la bourse. Donc focus-toi sur ce qui rapporte vraiment et je suis désolé, mais dans le fond,
La bourse tabasse absolument l'immobilier et ça c'est factuel, c'est les chiffres. Sur la même période donnée, tu aurais fait beaucoup plus d'argent avec de la bourse et encore une fois avec un simple indice boursier, mais le but c'est quand même d'accélérer le processus, donc d'aller chercher plus de performance. Mais même si tu étais sur les indices boursiers de référence de base, tu aurais fait beaucoup plus de performance simplement que l'immobilier qui croît en moyenne de 4 à 7% par an. Rien qu'avec la bourse, tu peux faire du 10, du 12, du 15% par an facilement. Donc ça prouve bien que la bourse tabasse l'immobilier et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand tu achètes ta résidence principale, que tu le veuilles ou non, tu tombes un peu dans le piège de la mobilité. Tu es bloqué, tu es localisé quelque part et tu ne peux pas partir comme ça comme tu veux du jour au lendemain. Donc si tu veux changer de ville, changer de job, revendre ton appartement, saisir une opportunité, ben là tu es un petit peu coincé. Alors ça dépend encore une fois de ce que tu as acheté. Tu peux le vendre très très rapidement parce que tu as fait un bon coup, parce que tu l'as bien acheté et qu'il est un bon prix. Encore une fois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant, ça dépend des cycles, etc. Mais dans la grande majorité des cas et dans la grande majorité des villes en France quand même, ben ça ne se vend pas en 15 jours un appartement ou une maison. Et ça, il faut le prendre en compte. Et le truc à ne pas oublier non plus, c'est qu'entre 20 et 35 ans, c'est la période de ta vie qui va évoluer le plus. Tu vas pouvoir changer plusieurs fois de travail, tu vas potentiellement aussi pouvoir changer plusieurs fois de partenaire de vie, tu vas avoir d'autres objectifs, d'autres pensées, d'autres horizons professionnels. En fait, tu ne sais jamais vraiment de quoi la vie est faite. Tu vois, moi, si il y a quelques années, quand j'étais en gestion de patrimoine dans un cabinet à Bordeaux, on m'avait dit, tu verras, dans 2-3 ans, tu auras un super business, tu gagneras beaucoup d'argent, tu auras des investissements qui tourneront pour toi et tu auras la vie dont tu as toujours rêvé, mais jamais j'aurais pensé ça ne serait-ce qu'une seule seconde. Donc la vie m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, mais parce que je ne me suis pas focus sur un seul endroit et c'est clair qu'à l'époque j'aurais déjà pu me prendre un appartement sur Bordeaux, alors dans la ville dans laquelle je vivais à l'époque, mais du coup je serais complètement enfermé, je serais localisé et tout ce changement de ville, de job, de paradigme, peut-être qu'il ne me serait pas forcément venu à l'idée tout de suite, mais parce que je me serais dit, ah putain, j'ai mon appartement, j'ai ma maison, faut peut-être que j'y repense un petit peu plus. Donc perdre en flexibilité, c'est un énorme frein pour tes objectifs et pour la vie que tu vas aller chercher derrière. Et dernier point hyper important et assez sous-estimé, c'est le mythe du bonheur. En France, on a tendance vraiment à enjoliver et à mettre sur un piédestal le fait d'avoir sa propre résidence principale et c'est un peu un marqueur de réussite sociale alors que pas du tout, ça vaut zéro. Je te garantis qu'à niveau de vie équivalent, que tu sois locataire ou propriétaire, il n'y a pas vraiment de différence très marquante sur ton style de vie. C'est pas le fait de posséder qui va faire plus ton bonheur ou non en tout cas. Donc le but de cette vidéo, c'est pas simplement de savoir qu'est-ce qui est le mieux entre louer ou acheter, mais c'est plus une question de timing. Dans la vie, tu as vraiment deux phases les plus importantes qui vont t'amener vers la réussite. La première phase, c'est celle où tu as entre 20 et 35 ans. Tu as la chance de bien gagner ta vie, tu peux peut-être gagner 5 000, 10 000, 15 000, voire même 20 000 euros par mois. Tu as beaucoup d'ambition, tu as envie d'atteindre la liberté financière et surtout, comme je te disais au début, tu as vraiment ce truc profond en toi où tu te dis putain, je veux avoir la vie que très peu de gens arrivent à atteindre aujourd'hui sur cette terre. Dans ce cas-là, très bien. Ton premier objectif, ça va être de capitaliser au max avec ce que tu arrives à créer en termes de richesse, d'investir comme un porc le plus possible. Il faut que tu arrives à mettre 30, 40, 50%, voire même plus de ce que tu gagnes, d'aller chercher le plus possible de performance et forcément monter en compétence derrière avec tes investissements. Pendant 10 ou 15 ans, le but c'est que tu te focuses le plus sur ça. Il faut que tu capitalises sur tes forces. Aujourd'hui, tu as peut-être la chance d'avoir un bon salaire. Tu vas gagner, comme je te disais, donc juste avant, entre 5 et par exemple 20 000 euros par mois grâce à ton job ou grâce à ton business. Capitalise le plus sur ça. C'est ça qui va te faire gagner du temps, c'est ça qui va te faire accélérer et te faire passer devant tout le monde. Sers-toi de ton argent pour accélérer le plus possible la machine derrière. Tu as toute ta vie pour profiter, t'inquiète pas, il vaut mieux que tu te focuses sur 10 ans, 15 ans où tu vas investir à mort, tu vas peut-être faire gaffe à ton argent, tu vas peut-être prioriser certaines choses, mais au moins tu sais qu'après, c'est terminé et après tu es safe et tu es libre déjà pour le restant de ta vie. Et tu sais que si demain tu veux arrêter de travailler, tu as la possibilité de le faire parce que tu as 800 000, tu as 1 million d'euros qui dorment en bourse et qui te rapportent 80 000, 100 000, 120 000 euros par an juste de revenus passifs sans que tu aies besoin de toucher ton capital. Et après, quand tu as capitalisé un maximum sur cette première phase-là, tu passes à la deuxième. Et la deuxième phase, donc là, tu veux plus de stabilité, tu veux créer une famille, tu as tes investissements qui tournent pour toi, tu as réussi à générer beaucoup d'argent grâce à ton business ou à ton activité. Dans ce cas-là, la résidence principale pour toi, ça fait carrément sens, ça fait même 100% sens. Pourquoi? Parce que le but maintenant, c'est de te poser. Tu as réussi à capitaliser le plus possible pendant les dernières années avec ce que tu avais avec la bourse. Donc maintenant, tu peux te poser. Mais tu n'investis pas dans une résidence principale pour accélérer la richesse, mais plus pour stabiliser ta vie. La résidence principale n'est pas un accélérateur de richesse.
C'est un stabilisateur de ta vie. Tu as réussi à capitaliser pendant plusieurs années. Maintenant, ton but, c'est de te poser pour fonder ta famille, pour être dans un endroit qui te plaît à 100%. Tu sais que tu as vécu ce que tu devais vivre. Tu vas plus trop bouger. Tu mets un petit peu le haut là, puisque tu es peut-être un petit peu plus âgé. Tu as ta femme, tu as tes enfants. Ok, maintenant, dans ce cas-là, avoir ta résidence principale, ça fait sens à 100%. Mais si tu le fais avant, tu vas simplement niquer ta capacité d'investissement. Pourquoi? Parce qu'acheter une maison, ça coûte cher. Ça demande de mobiliser énormément d'argent et tu peux trouver toutes les excuses que tu veux derrière. Je suis désolé, mais investir en bourse te rapportera beaucoup plus d'argent que d'investir dans un bien immobilier. Je ne parle pas d'immobilier locatif, mais dans un bien immobilier de résidence principale, dans de l'immobilier résidentiel, avec tous les trucs qu'on a vus juste avant. Maintenant, c'est pas possible et c'est impossible que tu me dises non, Andrea, je suis toujours d'accord avec le fait d'acheter de la résidence principale. C'est un meilleur investissement que d'avoir de la bourse, parce que là, c'est que tu n'as rien écouté et c'est vraiment pas le but de cette vidéo-là, c'est de te faire ouvrir les yeux et de te dire que voilà, il y a un autre chemin, il y a une autre voie et que c'est celle-ci que tu dois emprunter si tu veux capitaliser le plus possible et atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Donc encore une fois, le vrai sujet, c'est pas de savoir si c'est mieux de louer ou si c'est mieux d'acheter. Le vrai sujet, c'est l'histoire de timing. C'est ça le plus important. En gros, c'est simplement de savoir à quel moment de ta vie ça devient pertinent pour toi de réaliser cet investissement immobilier. Parce que si tu fais les choses dans le bon ordre, c'est là que tu vas exploser, c'est là où tu vas mettre une pile à tout le monde et que tu vas atteindre tes objectifs. Si tu as 25 ans, beaucoup d'ambition, tu as envie d'avoir un gros patrimoine, mobiliser de l'argent dans ta résidence principale, ça n'a aucun putain de sens aujourd'hui. Arrête de vouloir faire ça. Fais des concessions, priorise ta vie sur les aspects les plus importants et tu verras. Tu peux mettre tout ce que tu veux sur la table, que tu te remercieras dans quelques années. Pourquoi? Parce que tu as fait les bons choix et aujourd'hui, tu as la vie dont tu rêves, tu es libre financièrement et tu as une vie que tu kiffes à 300%. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai vraiment essayé d'aller à l'essentiel et te prouver par A plus B que si tu as beaucoup d'objectifs, si tu as beaucoup d'ambition, investir dans une résidence principale aujourd'hui, si tu as entre 20 et 35 ans, c'est pas le bon move financier. Bien évidemment, si c'est le truc le plus important pour toi, si tu mets ça au-dessus de tout, fais ce que tu veux, je suis pas là pour juger, mais dans tous les cas, après, il faudra pas, entre guillemets, venir se plaindre et dire que je comprends pas, j'ai pas atteint l'objectif que je veux aujourd'hui. Ça fait peut-être méchant de parler comme ça et c'est peut-être cru, mais c'est la vérité. Tu peux pas avoir les objectifs les plus élevés si derrière tu prends pas les bonnes décisions financières. Et aujourd'hui, si tu as entre 20 et 35 ans, que tu habites en France, que tu gagnes bien ta vie et que tu as des gros objectifs, acheter ta résidence principale, ce n'est pas un bon move financier. C'est aussi simple que ça. C'est tout pour moi. Pense à liker, t'abonner et à laisser un petit commentaire. Je réponds bien évidemment à tout le monde. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.